Hello, hello tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous sur les marchés depuis les 2 derniers jours où j'étais un petit peu absent, mais pas absent pour trader, je vous rassure. Donc on se retrouve ce matin pour le brief du 6 mars, on est le 6 mars, à propos du Nasdaq, hein, comme d'habitude. Et on va regarder un peu ce qu'il nous a fait dans les derniers jours, quel est le narratif du moment, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de calendrier, quelles sont les annonces à venir, les publications à venir. Et puis évidemment, on va regarder ce que nous a fait le prix dans les derniers jours et à quoi s'attendre, quels sont les points d'intérêt qu'on peut noter, où on va, ou en tout cas quelle zone on va potentiellement aller tester, où est-ce qu'on attend des rebonds, où est-ce qu'on attend des replis. Voilà, on regarde tout ça. Ok, donc sans plus attendre, le narratif du moment avant d'aller plus loin, on a un, un changement de paradigme. Ça, c'est important de le comprendre. On a été pendant je ne sais combien de temps, pendant un bon moment, hein, sur des marchés américains et notamment le Nasdaq, qui était dans un mode très bad news is good news. On price tout à la hausse. Globalement, si on peut avoir une mauvaise nouvelle, une mauvaise publication en termes comment dire, de NFP par exemple, ou d'inflation, ou peu importe, eh ben ça nous arrange parce que ça va donner une potentielle raison à la Fed de baisser ses taux directeurs et on price à la hausse. Ce momentum-là, il est révolu. Il est révolu. Là, on est sous le mandat du président Trump. Clairement, ce qui règne, c'est un petit peu le flou artistique, l'incertitude, la crainte, hein, clairement, on va en parler dans 2 minutes, mais là, moi je pense qu'il y a une vraie crainte de récession, hein, qui est en train de se mettre en place aux US. Et ça, les marchés, l'incertitude, les marchés ne l'aiment pas du tout, du tout, du tout. Donc regardons un petit peu. Premier point, hein, ça fait quand même des jours maintenant que j'en parle, mais l'inflation. L'inflation, elle était, donc on a eu une inflation collante, on en a parlé pendant des semaines, et puis comment dire, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on était dans le paradigme good news is, non pardon, bad news is good news. Là, on est sur bad news is bad news, voire good news is bad news. Donc, si on regarde un petit peu l'inflation, le Trueflation qui nous propose une inflation, comment dire, qui nous donne des datas en termes d'inflation qui ont normalement 45 jours d'avance sur les datas publiées par la Fed. Jour après jour, on est en train de baisser, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers une déflation. Donc là, on a une inflation ici, hein, il y a environ un mois qui s'est rapproché des 2%, ce qui est parfait. 2%, c'est ce qu'on aime, c'est ce que veut la Fed, parfait. Mais là, en fait, depuis quelques temps, on baisse drastiquement et là aujourd'hui, on la price aux alentours des 1,30%, ce qui est bien trop bas. On est en train de parler là d'une déflation. Alors du coup, plusieurs points, hein. Qu'est-ce qui se ressent, comment on le traduit sur les marchés? Je vous en avais pas encore parlé, mais là je vous mets à l'écran l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, on peut le comparer. Là, on va mettre hop, voilà exactement. On va le comparer à l'index du dollar qui fait évidemment exactement l'inverse, hein. Donc là, j'ai remis par-dessus la courbe DXY du dollar. Voilà, on a un dollar qui est en train de s'effondrer. Donc ça, c'est important quand même de le constater, de le voir, parce que si le dollar s'effondre, c'est clairement pas bon signe du tout. Et encore une fois, c'est le marché qui est en train de pricer des craintes, une incertitude, une potentielle récession. Et ça n'a rien de rassurant pour le coup. Voilà. Si on regarde, pareil, ça par contre, je vous en parle depuis un bon moment, les taux à 10 ans américains. Alors les taux à 10 ans américains qui étaient aux alentours des 4,8% encore à la mi-janvier. On est descendu aux alentours des 4,6% à la mi-février.
et on est descendu, on a marqué un bottom avant-hier à 4,10%. On rebondit légèrement, ils sont en train de se retendre légèrement, 4,32%. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est des indicateurs à surveiller parce que du coup, ce sont ces indicateurs-là qu'on surveille au niveau de la Fed. Je ne vais pas vous le remettre, on en a parlé avant-hier, mais au niveau de la Fed, on a l'outil, le CME Fed Tool, qui du coup nous indique que pour le moment, on est en train de pricer 3 à 4 baisses de taux sur l'année. Donc voilà. Alors, des baisses de taux, quand elles sont limitées peut-être à 2 baisses de taux, c'est très positif pour les marchés. Pourquoi? Parce que ça va booster l'économie. Maintenant, des baisses de taux de la Fed, où vraiment on constate que la Fed est absolument obligée de baisser les taux parce que on est sur un marché qui n'est pas forcément un marché de l'emploi, qui n'est pas forcément solide. Là, par contre, c'est pas positif. Là, c'est une situation de crise et ça n'a rien de très positif. Et ça, le marché va pas le pricer à la hausse. Donc voilà, ça c'est pour le contexte avec une déflation qui plane, avec une crainte de récession qui est dans les esprits, avec un sentiment d'incertitude qui plane lourdement sur les marchés américains. Et on le ressent, on le ressent. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans le Nasdaq qu'on a là à l'écran, qui du coup nous fait du canal là, depuis quelques temps. On va en reparler juste après, mais clairement on le ressent. Alors si on regarde un petit peu, avant d'aller plus loin, le calendrier. Alors le calendrier économique, enfin le calendrier macroéconomique, pour aujourd'hui, globalement, on est plutôt light en termes de publication. Et ça, c'est un bon point pour nous traders. On va pouvoir trader de manière relativement sereine et technique aujourd'hui, à mon sens. Après, là, je pense que tout le monde a bien remarqué que on a le président américain qui fait un peu la pluie et le beau temps et le moindre tweet, la moindre, comment dire, apparition, annonce, enfin peu importe, est pricé par les marchés. Et ça, c'est pas évident à gérer pour nous en trading, hein. Mais bon, aujourd'hui, rien de particulier de prévu et donc je pense on devrait pouvoir trader de manière relativement sereine. Par contre, demain super important, on en reparlera demain matin, mais 14h30, on va avoir les NFP, donc les créations d'emplois, et le taux de chômage qui vont être publiés. Par rapport à ce qu'on vient de dire, là, entre guillemets, encore une fois, pour moi, on est dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire que si on a un NFP qui est relativement fort, donc le précédent était à 143K, on a des prévisions qui sont à 160K, partons du principe qu'on aurait un NFP qui tomberait aux alentours de 180K, je pense que ce NFP fort serait pricé à la hausse par les marchés. C'est-à-dire qu'on verrait un signe de, comment dire, un signe en fait, un bon signe, quelque chose qui est rassurant pour les marchés sur la solidité de l'emploi et de l'économie américaine. Pareil pour le taux de chômage, hein, donc on avait un précédent qui était à 4%, on attend 4%. Imaginons qu'on ait un taux qui soit pour le coup un petit peu moins élevé, aux alentours de 3,8%. Pareil, je pense que les marchés priceraient ça à la hausse et trouveraient ça plutôt rassurant. Maintenant, il ne faut pas présumer, et peu importe, hein, en tant que trader, il faut être prudent. Et pour ma part, chacun fait bien comme il le souhaite, mais pour ma part en tout cas, je ne trade absolument pas les news. Donc les news comme ça, je reste à l'écart, hein. Je laisse passer les news, j'attends de voir quel mouvement va suivre et je reste à l'écart. Attention, demain à 18h30, on a quand même Jérôme Powell qui va faire un discours, hein, le patron de la Fed, hein, qui va faire un discours et forcément commenter les publications. Et puis voilà, dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il va avoir des choses à dire.
Et au cours de ce discours et à la suite de ce discours, on peut s'attendre à avoir des mouvements hein, sur le Nasdaq. Donc prudence à vous. Demain soir à 18h30 et après hein, ça peut durer une bonne heure le discours. Donc tout à partir de 18h30 demain, prudence sur le Nasdaq. En termes de microéconomie, on en a parlé en début de semaine. Qualcomm qui va publier et alors revenu, capitalisation boursière. Voilà. Post-market, on a Broadcom qui publie ses résultats aujourd'hui à 22h15. Donc Broadcom, le 8e magnifique. Gros, comment dire, gros poisson hein, au sein du Nasdaq. On va le remettre. Si on remet le Nasdaq à l'écran, voilà, donc là on a le Nasdaq avec la pondération de chacun au sein du Nasdaq. Et là, tout en bas, oh là, excusez-moi, c'est moi qui ai zoomé? Oui. Non, oui, voilà. Tout en bas ici, là, voilà, là on a la pondération de toutes les entreprises du Nasdaq. Ici, le carré ici, Avgo, donc c'est Broadcom. Donc Broadcom, énorme boîte du Nasdaq, publication très attendue ce soir à 22h15. Donc pareil, en post-market, on peut s'attendre à avoir du mouvement hein, sur le Nasdaq parce que tout simplement, pour le coup, la publication est attendue. Ce n'est peut-être pas au niveau de Nvidia, mais rappelez-vous Nvidia la semaine dernière. On a eu une énorme bougerie au moment de la publication qui a balayé le nord et le sud. On fera peut-être pas le même mouvement, mais on peut s'attendre à un mouvement. Donc à surveiller pour ceux qui tradent encore en post-market à 22h15. Attendez-vous à ce qu'il y ait un mouvement. Broadcom qu'on remet à l'écran. Donc Broadcom qui est plutôt bear comme un peu tous les stocks US depuis maintenant un peu presque 2 semaines, on va dire. Si on regarde un petit peu, donc en pré-market, on voit qu'ils sont plutôt bear également. Hein. Ils ont clôturé ici hier. Là, en pré-market, ils perdent 5 points quand même. Si on regarde en termes de données financières, voilà. Broadcom, donc boîte évidemment énorme capital, gros market cap, gros market cap du Nasdaq, on vient de le dire. Société solide fondée en 61. Et quand on regarde les ratios de valorisation, donc le PER notamment, on est à 138,56. Donc PER très élevé pour Broadcom, ce qui veut dire qu'on attend beaucoup les investisseurs attendent beaucoup d'une boîte comme Broadcom. Ils attendent des résultats qui sont vraiment solides. Et donc les résultats, quelle est l'attente? On attend. Ok, on attend. Et oui, on attend encore. Là, donc ils vont annoncer leur Q1, donc premier trimestre 2025. L'attente est plus élevée que pour la clôture fiscale 2024. Ok, donc on est quand même à 14,62. Pour le coup, ça fait quand même pas mal. On voit que généralement on dépasse. Donc on n'a pas dépassé on n'a pas dépassé les attentes en Q4 24. À voir ce qu'on va annoncer ce soir. À voir également les guidance. Donc ce qui va être si on revoit ou pas les prévisions pour les trimestres à venir. Voilà pour Broadcom. À surveiller à 22h15. Ok, et bien écoutez, maintenant, je pense qu'on peut. Donc, calendrier, c'est vu. Hein, aujourd'hui, en termes de macro, rien d'extraordinaire. 22h15, publication de Broadcom. Demain, 14h30, attention, NFP, taux de chômage. Et ça, c'est hyper important. Ça va être la grosse publication macro de la semaine. Ok. Alors, si on revient un petit peu sur ce que nous a fait le prix sur le Nasdaq dans les 2 derniers jours notamment, à la rigueur, on va faire comme d'habitude, on va repartir, allez, on va faire l'entonnoir. Hein. Donc là, on est en 4 heures. On va tout simplement commencer par du daily. On nettoie un petit peu le graphe. Voilà. Ok. Daily. Alors, daily, on a quoi? On a depuis 2 semaines un mouvement qui est fortement baissier.
et qui arrive dans une sorte de contracture. Pas au niveau de la contracture qu'on a eu en haut, donc la contracture dont on a parlé avant d'arriver à ce mouvement baissier. Là, on a quand même plus de volatilité. Mais on a des cours, on a de la volatilité pardon, intraday. C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que le prix va se balader du nord au sud en intraday. On a quand même une petite contracture. Là, si on regarde, on voit que la bougie de mardi a eu des mèches qui ont été balayées au nord et au sud, un peu bien plus loin. On n'a pas été prendre hier mercredi, on n'a pas été prendre le previous day high, on n'a pas été prendre le previous day low. Ok, donc là on a une contracture du prix. Ce qu'on voit, c'est que les corps sont très petits, donc on a des mèches, mais on a des corps très petits. Donc l'ouverture et la clôture sont relativement proches. Le prix ne varie pas tant que ça. Et puis ce qu'on note également, ce qui est hyper important, c'est que là en daily, on a cassé les EMA depuis longtemps, ok. On est venu se poser, on pose les corps sur la SMA. La SMA est flat. Pour le moment, on essaye de trouver une direction. Donc on reste posé sur la SMA. On n'a pas encore clôturé en dessous. Là, la dernière bougie, celle-ci, évidemment, ne pas la prendre en compte. C'est celle d'aujourd'hui. On est en train de l'écrire. Donc pour le moment, rien n'est fait. Sur celle-ci, on ne peut pas la prendre en compte. Par contre, les deux dernières, pour le moment, on ne clôture pas en dessous la SMA. Donc on peut prendre un rebond. Donc on peut prendre un repli. Si on prend un repli et qu'on arrive à vraiment casser la SMA, on peut prendre une accélération. Accélération au sud. Donc voilà, lecture daily, pour le moment, entre guillemets, on est sur une zone qui est cruciale pour le Nasdaq, une zone à ne pas perdre. Et puis on attend de voir de quel côté on va partir. Si on regarde en 4 heures, voilà. 4 heures, on a un gros mouvement baissier qui est donc d'abord une dégringolade pas possible, où on ne retrace pas, ça se voit, on retrace très peu, on est loin de retracer beaucoup, les throwbacks sont très faibles, et on dégringole, c'est très très vertical. Au début, on ne va même pas récupérer les EMA. Puis à partir de fin de semaine dernière, on vient récupérer mes EMA, donc on retrace un petit peu, on reprend le mouvement baissier, beaucoup. Et puis là, on commence à venir récupérer les EMA et cette fois-ci, on est dans la fameuse contracture du prix. Si on regarde, voilà, hop, si on regarde en... Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. Si on regarde un peu plus en détail ce que nous a fait le prix. Hop là. Alors, le prix dernièrement, je vous avais parlé de cet énorme fair value gap daily. Je vous avais dit que quand on rentrait dans le passé dans ce fair value gap daily, on avait tendance à s'y embourber et qu'on n'y rentrait pas pour 2 heures, mais plutôt pour un bon moment. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'il se passe. Donc on est rentré dans le fair value gap, on a pris un rebond sur le 50%, on a été reprendre mes EMA, on revient dessus. On a fini, on l'a cassé ce fair value gap. Donc là, si on regarde là, on l'a cassé et donc moi je vais été récupérer ici là les deux fair value gap qu'on voit au sud sont les fair value gap. Alors il y a un fair value gap daily et un fair value gap 4 heures. Ces fair value gap, ils datent du 3 novembre. Alors attendez, on va regarder. De mémoire, ça date, voilà, ici. Voilà, ce sont les fair value gap qui datent du 5 novembre. Fair value gap du 5 novembre, c'est-à-dire la veille de l'élection de Trump. Donc en fait, ces fair value gap là, ce sont les deux fair value gap haussiers pré-Trump trade. Ok, toute la hausse qu'on a pris sur le Nasdaq, on a tout liquidé. C'est ça qu'il faut quand même avoir en tête tout de suite. Si on regarde bien, donc le Trump trade, il est là. Les deux fair value gap daily et 4 heures que j'ai indiqué en bas, qui nous ont supporté le prix avant-hier, on est venu les prendre et on a liquidé absolument tout. On est revenu, on a remis les compteurs à zéro, on a retracé 100% du Trump trade. Du Trump trade, l'élection de Trump du mois de novembre, on a tout retracé sur le Nasdaq. Ok ? Là, quand on vient regarder mes fair value gap, donc daily et 4 heures, sur le fair value gap daily et 4 heures, voilà, on a mis une mèche un
un tout petit peu en dessous du 4 heures, mais globalement, le prix a été retenu mardi par ces fair value gap là. Ça a servi de support. On est revenu travailler le fair value gap daily, la borne 50% hier à 17 heures. Et on réintègre mon gros fair value gap daily dont on parle depuis, qui date lui pour le coup du mois de décembre, qui est le fair value gap daily du FOMC de décembre. Pardon, attendez. Non, c'est pas le fair value gap, je confonds avec le fair value gap au nord, rien à voir. Non, ça c'est le fair value gap daily, donc un peu plus haut, hein, qu'on retrouve, un gros fair value gap daily qui a supporté le prix un paquet de fois et qui date pour le coup de novembre également, du Trump Trade. Hein. Ok, donc là, toute la liquidité du Trump Trade a été prise, ça c'est important de le noter. Et on tente un rebond. Sur le Nasdaq, là, on a trouvé un support, hein, clairement. Hein. On a trouvé un support au niveau des fair value gap tout en bas. On tente un rebond. Il est difficile. On a écrit dans la descente, hein, on a écrit des fair value gap. Donc là, on en a un qui tient. Et puis, on est en train d'osciller. Entre les gros points qu'on trouve, alors on va regarder en 1 heure. Les gros points d'intérêt qu'on travaille en ce moment sur le Nasdaq, ça va être, donc on a pris le rebond sur les supports tout au sud, fair value gap daily, fair value gap 4 heures. On repart à la hausse. On a le fair value gap ici, on a un fair value gap 4 heures qui tient, qui sert de résistance. Donc là, on a tendance à se balader. En fait, on est en train de borner sur le 50% de mon gros fair value gap daily. On a également le previous weekly low qui est indiqué ici, qui nous sert de support tantôt, de résistance par moment. On est en plein dessus tout de suite là. Et puis voilà, on est revenu tester hier le bas du fair value gap daily dans lequel on est. On a repris donc le fair value gap 4 heures. On est revenu jouer avec la borne 50%. Et puis là, on voit qu'il fait le travail en fait, hein, il rejette bien le prix. Hein. Donc attention, hein, on voit bien que là, on est en train de borner entre des fair value gap. Les fair value gap au nord ont tendance à encore faire le travail. On a laissé énormément de liquidités derrière nous, il va falloir réussir à les casser maintenant. Et ça, c'est compliqué. Hein. On voit bien que là, c'est compliqué pour le moment. On a du mal à retourner la situation. Donc là, en 1 heure, on commence à venir travailler un peu les EMA, travailler les fair value gap au nord, travailler les points d'intérêt au nord avec du coup les résistances qu'on a au nord. Si on regarde ici, je vous l'ai indiqué, hier on a eu un beau pump aux alentours en deuxième partie de séance en fait, aux alentours de 18h, on a eu un beau pump haussier. Donc là il nous a laissé un petit fair value gap 1 heure, et ce fair value gap 1 heure, c'est exactement là qu'on est en ce moment. Si on regarde un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, là, on est en train de travailler la borne haute de ce fair value gap 1 heure, qui est un tout petit peu en dessous de mon previous weekly low. Et donc, on voit que la borne 50% du fair value gap a tenu le coup. Hein. On a été se faire rejeter par le 50%. Il a supporté le prix. Et là, on est en train de repartir au nord. Donc, est-ce que ce fair value gap va tenir? Est-ce qu'on va le perdre? Voilà. Là, clairement... Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, pour ma part, je scalpe le Nasdaq. Je m'éclate, hein. Je ne vais pas vous mentir, je m'éclate avec. Pourquoi? Parce que comment je fais? Tout simplement, là, par exemple, sur un mouvement comme ça, hop, voilà. Si on trace un Fibo, je vais prendre mes points. Vous voyez là, le 50% du fair value gap correspond à peu près au 61,8. Et puis on voit bien que pareil, les Fibo fonctionnent bien. On retrace un petit peu. On est en train de faire on navigue dans le canal de mon gros fair value gap daily, mais on navigue entre des niveaux de Fibo, entre des bornes hautes, basses, 50% de mes fair value gap. Et donc du coup, c'est plutôt très prévisible en fait. Hein. Je fais du scalp. Je vais prendre tout simplement mes supports, mes résistances, et puis essayer d'attraper des rebonds, attraper des replis dessus. Hein. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire, parce que là c'est vrai que c'est la première vidéo d'analyse que je vais poster autre que le live. Donc là cette fois,
pas de live. Je passe sur ce format un peu, du coup, ce format vidéo YouTube sans être en live. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une vision différente, si pour vous enfin voilà, hein, s'il y a des points que j'aurais oubliés, des points d'intérêt que j'aurais oubliés, de quelle manière vous percevez le marché américain, le Nasdaq. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Dites-moi également si vous préférez qu'on refasse les séances en live, hein, pour poser les questions directement en live. Et puis là, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous demander tout simplement, ou en tout cas moi, ce que je vais faire, ça va être surveiller voilà, mon 50% de mon fair value gap ici. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va supporter le prix? Est-ce qu'on va repartir au nord? Après au nord, on va trouver la borne haute de mon fair value gap. On va trouver mon previous weekly low. Si on repart au nord, on va certainement revenir récupérer le 50% du fair value gap daily. Ensuite, on aura la liquidité, le plus bas de janvier. Et puis ensuite, on a un fair value gap. Ici, là, on a un gros fair value gap 4 heures qui tient pour le moment. Donc là aussi, il va falloir le surveiller, voir si on tient ou pas. Ensuite, on a le previous day high. Et voilà, ça va être relativement parlant. On va voir si on arrive à retourner le prix au nord et à casser le plus haut d'hier pour du coup peut-être ensuite partir au nord. Mais toujours pareil en fait, hein, quand on part au nord, mais là on risque d'avoir... on a des résistances, hein, on a des vrais points de résistance qui sont à surveiller. Je vais vous poster sur le Facebook la carte avec les différents points d'intérêt que vous avez là à l'écran. Voilà, à surveiller. Si on part au sud, si vraiment on arrive à casser mon fair value gap 1 heure qui est là, ensuite on va avoir la borne basse de mon fair value gap daily. Et puis ensuite, encore une fois, jusqu'à présent, les deux fair value gap là, qui ont été visités hier et avant-hier ont tenu. Donc on peut les supporter. On peut les surveiller. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que le prix a tenu une fois. On est revenu visiter un peu moins bas. On semble faire pour le moment, hein, des plus bas de plus en plus hauts. Voilà, c'est important de le noter. On ne fait pas encore des plus hauts de plus en plus hauts quand on regarde en 1 heure comme ça, mais on est sur une contracture, on est sur un potentiel retournement. Techniquement, c'est ça qu'on peut lire. Ok? Eh bien écoutez, si c'est ok pour tout le monde, si le plan est clair, écoutez pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des remarques, je les prends également, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et pour le coup, moi je pense avoir fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire pour attaquer la journée de trading. Soyez prudents, on est dans une phase de marché qui est difficile du coup, hein, tout simplement parce que on n'est plus sur le Nasdaq a été longtemps sur une tendance très claire, haussière. Là, on est sur une grosse vague de correction. Vague de correction qui est en train de s'essouffler, on est potentiellement en train de la retourner. Bref, la tendance n'est pas claire. Ça reste des phases de marché qui sont les plus difficiles à trader finalement. Donc prudence, mais pour autant, on a beaucoup de points d'intérêt, on a des repères au nord, au sud. Donc pour ma part, je le trouve pas si difficile que ça à trader. Et je trouve qu'il est plutôt... non, il est plutôt tradable en fait. Hein. Il est, à mes yeux, pour le coup, il a tendance à réagir la plupart du temps de manière très technique. Et pour ma part, ça me plaît bien, notamment en scalping. Très bonne journée à vous, soyez prudents. Et puis je vous dis à demain.